je suis le directeur de l'Office fédéral de l'environnement. Bienvenue à ce troisième J21. Pour l'ouvrir, j'aimerais juste faire un petit retour en arrière, puisque ce J21 est dédié à l'économie, à la sphère économique et financière et à l'écologie. Je trouve intéressant juste de faire un petit retour sur quelques dates phares pour voir un peu comment on peut avancer. Alors si je retourne en arrière, pour moi la grande date qui est restée dans l'esprit des gens, c'est 1992. Et il y a une génération, donc 21 ans. Je trouve qu'elle est extrêmement, pas seulement intéressante, mais revigorante. Parce qu'on y croise des gens d'abord très divers et puis passionnés et qui ont vraiment des choses à dire. Soit pour expliquer leur expérience pratique, soit pour dire la manière dont ils voient le monde de demain qui est le monde d'aujourd'hui. J'imaginais que dans ces endroits abandonnés, on pourrait faire des lieux de poésie qui fonctionneraient de manière à reconnecter les gens dans leur environnement et dans ce qu'il y a de plus précieux. Ce qui, moi, me touche le plus, évidemment, c'est tout ce qui se trouve dans la nature. Alors, une cascade, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut regarder ça pendant très longtemps, c'est fascinant. Mais ma cascade, là, que vous voyez là, elle n'est pas artificielle dans le sens où l'eau qui coule, c'est un système de pompe qui est alimenté par l'énergie solaire qui se trouve sur le toit du bâtiment. Je crois qu'il faut absolument se rendre compte que la nature nous donne vraiment notre bien-être. Tout ce qui donne notre bien-être vient de la nature, donc il faut certainement la valoriser et à un moment donné, il faut peut-être donner un prix pour que les gens comprennent. Imaginez un concept énergétique sur site qui couvrira plus de 80% de sa consommation. Nous utiliserons les ressources naturelles telles que la géothermie, le photovoltaïque et l'hydraulique. Les eaux usées seront également transformées en énergie. Et donc on a vraiment compris pendant ces 10-12 dernières années les thèmes qu'on a abordés hier. On a vraiment des points de vue basés sur la recherche empirique, sur tout ce qui est rationnel économique pour le développement durable à l'intérieur de l'entreprise et dans beaucoup d'industries. Et aussi, on vise les partenariats qui sont mis en place pour résoudre les problématiques de développement durable. Très vite, je vais vous parler de... Bon, vous êtes peut-être au courant que le cadre d'études est une base pour toutes les écoles de gestion, que ce soit Harvard, que ce soit IMD. Nous donnons des opportunités aux gens dans les cours d'aborder des situations, des défis de vraies entreprises. Plan obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. On peut faire peu de choses, lentement, avec peu de ressources. Est-ce que ça c'est juste une goutte d'eau dans l'océan? Est-ce que c'est la métaphore consolatrice des petits ruisseaux qui font les grandes rivières qui peut s'appliquer? J'en doute, et j'en doute de plus en plus. La seule justification que j'ai, en fait, pour continuer à agir en tant que responsable politique local vert, en fait, je la trouve chez Kant et dans son impératif catégorique. C'est-à-dire, en fait, les choses que je fais devraient pouvoir être faites de telle manière que je souhaite que ces choses-là deviennent une maxime universelle. Actuellement, nous développons 5 à 6 grands projets qui représentent chacun le développement de quartiers qui permettront d'héberger de 1200 à 2500 habitants, donc des tailles assez considérables. Alors, cette expérience acquise au fil des années, qu'est-ce qu'elle montre? Je vais plutôt reprendre ce qui a été dit dans les interventions précédentes et puis aussi celle de M. Pilou. M. Pilou mettait en avant que la ville de Lausanne allait labelliser cité de l'énergie, je crois, et puis malgré tout, ses consommations énergétiques continuent à augmenter. L'économie verte aujourd'hui en Suisse, ça veut dire 160 000 places de travail. C'est 3,5% des places de travail suisses sont déjà dans l'économie verte. C'est peu, c'est beaucoup.
dans le secteur pharmaceutique, il y a 4,5%. C'est à peu près le même ordre de grandeur. L'économie verte, pharmaceutique, on ne penserait pas comme ça, ce secteur, mais c'est à peu près la même taille déjà aujourd'hui en Suisse. Le marché principal pour ce produit de luxe, à l'époque, c'était l'Europe. Alors si on veut changer les habitudes des consommateurs, on peut le faire. On a juste besoin d'avoir assez de temps, mais aussi d'avoir une stratégie très ciblée pour montrer que l'idée du luxe peut changer elle aussi. People that have money, I realize for them time is more valuable, or they start to ask for all the qualities. Like for example in fashion, what I notice is changing is if before it was to have a product no one has. Je pense que ce serait intéressant de vendre des produits de développement durable ou des idées de consommation de développement durable en utilisant les canaux de marketing et de publicité qui sont utilisés dans la vente du luxe. Cette vente du luxe qui génère aussi des copies, une forte envie de consommer. Qui sont uniquement à acheter par des riches, c'est pas très responsable. Moi je crois que c'est les plus pauvres qui doivent pouvoir en fait acheter les produits les moins chers, les plus sains, parce qu'en fait c'est eux qui souffrent le plus dans nos sociétés. Donc il faut passer à l'économie bleue. Et c'est pour ça qu'on a imaginé l'économie bleue. Aujourd'hui on a développé ce projet surtout sur Singapour et Lyon, avec l'idée que les évolutions technologiques offertes par le monde du numérique devaient permettre désormais, couplés avec des savoir-faire humains, de projeter des scénarios dans le temps qui tiennent compte de la complexité du fonctionnement d'un territoire et des interactions entre ses acteurs, ses systèmes physiques, etc., de façon à aider à la décision et à la décision sur le long terme. La complexité exagérée de ces produits, la troisième maladie, la pire, la maladie morale, la faillite morale du système. Et enfin, pour conclure sur une note positive, peut-être dans le cadre de la discussion, quels seraient les traitements, quels seraient les remèdes envisagés? Aujourd'hui, c'est les limites du consommateur. Là aussi, M. Oberle a parlé de l'information au consommateur. Vous avez donné très justement l'exemple de ces informations de plusieurs pages qui sont maintenant, pour certains produits, proposés aux consommateurs. Ça met le consommateur dans une situation très difficile. L'entier de la responsabilité repose sur ses épaules. Et je pense que là, on arrive à une forme de limite. Les consommateurs sont conscients, ils sont très conscients, en particulier en Suisse. Mais parfois, les consommateurs préféreraient que le législateur applique des prescriptions un petit peu plus exigeantes et tout simplement d'aller dans un magasin et de savoir que l'intégralité de ce qui est proposé respecte des règles minimales en termes de gestion durable des ressources. Et finalement, c'est aussi notre plaisir en tant que consommateur d'aller choisir un produit parce qu'il a la bonne couleur, parce qu'il est plus joli ou pour des critères, je dirais, plus agréables. En fait, je suis économiste de l'environnement, de formation, donc c'était me passionne et j'aimais beaucoup la présentation avant parce que je crois que nous sommes dans un moment intéressant historique dans l'histoire, parce que tous les marchés, toute l'économie, ils sont évolués dans une espèce de vacuum. La nature, il y a toujours une abondance de la nature. On vivait comme dans une frontière. La nature, on prie comme un acquis, mais ce n'est plus le cas. Ce qui fait que l'opinion publique et les citoyens ne peuvent pas s'exprimer lorsque les textes qui leur sont proposés ou lorsque les investissements qui sont faits, dont ils n'ont du reste généralement pas conscience du reste, sont mis en place. C'est donc autour de l'expression, des moyens d'expression de la société civile qu'il faut absolument travailler et réfléchir comment, à l'ère du numérique, de cette formidable transformation que nous vivons
dans nos outils de communication et de relation les uns avec les autres, nous pouvons changer effectivement l'expression et les moyens d'accès. Ça, c'est des outils très pratiques. Je crois que comme ça, vous voyez un petit peu notre approche qui est extrêmement pratique et qui vise à appuyer les managers dans leurs efforts d'aller vers cette économie circulaire. Mais c'est vrai qu'on ne va pas atteindre ça juste du jour au lendemain. Il faut aller dans la direction où ils vont et puis vraiment aider. Fondation 2019 travaille sur les relations étroites entre économie et environnement. Et c'est un peu des relations paradoxales, c'est un peu je t'aime moi non plus. On sait très bien que l'expansion économique a été et est toujours source de désordres environnementaux qui maintenant se comptabilisent en termes de préjudice pour la société. Un préjudice qui va au-delà de la valeur purement morale sur l'environnement. Imagine, il n'est pas un monde onérique, il n'est pas rêvé dans le sens où on va un jour se réveiller et voir que c'est pas ça. C'est une vraie proposition et cette proposition est intéressante pour autant qu'elle ait des racines quelque part, que des choses commencent à se développer et qu'on voit qu'il y a un futur qui soit possible avec cette manière de penser. Aujourd'hui, les PFL beaucoup investi sur l'énergie solaire. On est probablement en Europe un des pays qui a le plus de recherche au point de vue énergie solaire. On a engagé du monde à ce niveau-là, on a engagé de nouvelles personnes au point de vue éolien. On est beaucoup en train de travailler, notamment sous la direction de mon équipe, sur l'efficience énergétique, sur une meilleure utilisation énergétique sur des gros processus industriels, notamment par exemple sur les cimenteries. Nous sommes beaucoup en train de réinvestir au point de vue hydraulique. Vous savez qu'on va construire un nouveau campus en Valais. Ce campus-là sera surtout orienté au point de vue énergie, chimie verte, au point de vue cycle du CO2 et stockage par hydrogène, notamment sur la partie hydraulique. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui faire le reproche à l'EPFL de ne pas s'intéresser à l'énergie. Vous avez des produits qui permettent de parier sur la faillite éventuelle d'un État ou d'une entreprise. Donc on va toujours plus dans la direction d'une économie, d'une finance casino, où les investissements sont remplacés par des paris sur des faillites. On en est là au jour d'aujourd'hui. Donc vous avez des produits financiers qui s'appellent des Credit Default Swaps, CDS, qui permettent de parier. Officiellement, ils sont présentés comme des assurances contre les défauts. En réalité, ce sont de plus en plus souvent des paris sur des faillites. Voilà. Donc on ne va pas dans la direction d'investissement productif, on va dans la direction d'une économie casino où on parie. Et quand ça explose, le contribuable paye. L'économie collaborative, c'est un peu Internet qui s'invite dans le monde réel, c'est-à-dire c'est comment la structure d'Internet donc, qui permet la mise en relation directe des particuliers et des individus, et comment ces modèles peer-to-peer, horizontaux et collaboratifs vont transformer tout un tas de secteurs économiques, notamment les modes de production, les modes de distribution, les modes de consommation, les modes de financement, etc. Donc ça va de la consommation collaborative, connecter des individus entre eux pour partager des ressources, en passant par le financement participatif de projets, en passant par la production contributive de biens physiques comme on produisait du code, et bien aujourd'hui on va produire du mobilier, des voitures, etc. en open source. C'est très important parce que ça nous offre une plateforme d'échange et de dialogue entre les différents acteurs impliqués dans cette transition écologique. Ce sont des gens qui ne se croisent pas au quotidien, on n'a pas toujours le temps de dialoguer, les entrepreneurs, les politiciens, des personnalités du monde scientifique. Ça nous offre vraiment un lieu, un moment d'échange, de dialogue, c'est très précieux, on a besoin de discuter ensemble pour trouver les solutions pour demain. Green City est un projet ambitieux et visionnaire. Il est le fruit d'une grande détermination et de beaucoup de passion. En 2015, nous livrerons la première étape. Et en 2018, cette ville verte sera devenue une réalité.